qu'on a une culture, nous, françaises, de la punition. Et on pense que c'est normal. Pourquoi est-ce qu'on exclut un enfant de l'école ? Parce qu'il est différent. Des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Comme Maria Montessori le disait, l'éducation est la plus belle arme de paix. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent ». Nos enfants deviennent comme nous les voyons, nos enfants deviennent comme ils nous voient. Prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Bienvenue sur le podcast Les Adultes de demain. Je m'appelle Stéphanie Descleb, je suis entrepreneur et surtout une actrice engagée pour l'enfance. Dans ce podcast, je donne la voix à celles et ceux qui changent le monde grâce à l'éducation. Pour en savoir plus sur mes dernières actualités, rendez-vous sur le compte Insta @lesadultesdedemain ou sur mon compte perso LinkedIn. Pour retrouver un condensé des meilleurs moments du podcast, je vous laisse découvrir le livre « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier, que j'ai coécrit avec ma mère Sylvie Descleb, que vous entendrez beaucoup dans ce podcast. Allez, je laisse place à un nouvel épisode. Fanny Vella est une autrice engagée pour la jeunesse. Elle publie des BD qui questionnent notre culture de l'éducation et surtout la violence souvent utilisée à l'égard des enfants. Elle offre un autre regard à travers ses créations colorées, pétillantes et profondes qui sont elles-mêmes à son image. Aujourd'hui, je la retrouve pour parler des stéréotypes et des inégalités de genre avec la sortie de sa BD à 3 mains. Pourquoi Papy ne fait pas la vaisselle aux éditions Le Duc. On a parlé de ses combats et de la manière dont elle les transmet, de contre-visiter, mais aussi de la manière dont nous pourrions avancer tous, main dans la main, avec chaque génération, pour offrir le meilleur aux enfants. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Fanny. Salut Stéphanie. Je suis très touchée de te retrouver parce que tu sais que ça fait presque pile poil 2 ans qu'on a enregistré un épisode ensemble, notre première interview que j'avais absolument adorée, qui d'ailleurs était un énorme succès. C'est vrai. Tu es une artiste très engagée pour l'enfance à travers tes dessins, que ce soit dans tes ouvrages ou sur tes réseaux sociaux. Tu fais passer des messages forts que j'aime beaucoup. Et l'idée est évidemment de nous faire réfléchir à notre culture de l'éducation, mais pas uniquement. Alors pour tous les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te représenter ? Bien sûr. Alors déjà, merci de me réinviter. Ça me fait trop plaisir. J'avais adoré l'enregistrement, effectivement, il y a déjà 2 ans. Et alors du coup, pour me présenter, donc, je m'appelle Fanny Vella. Je suis autrice et illustratrice principalement de bande dessinée. Je peux le revendiquer 2 ans après parce qu'à l'époque, je n'avais pas fait grand-chose encore. Et du coup, c'est vrai que j'ai axé mon travail principalement autour des violences intrafamiliales. Super. Et alors, qu'est-ce qui a changé dans ton travail depuis ces 2 dernières années ? On va dire que j'ai compris, alors malheureusement, que la cible que j'allais le plus toucher, c'était une cible qui était déjà un peu acquise aux causes que je défends. Mais je trouvais que sur les réseaux, c'était difficile de mettre assez de contexte dans les messages que je voulais faire passer. Et parfois, j'allais taper un tout petit peu, peut-être dans la culpabilisation, malgré moi, des mères principalement. Et c'est dommage parce qu'il faut que ça soit des alliés, et les alliés aussi de mon travail. Et j'ai tendance maintenant à penser qu'il faut venir changer les imaginaires. Et les imaginaires, on les change grâce à l'art, et notamment à travers les BD que je fais. Et plutôt que de venir assommé avec un message en disant regardez ce qu'on fait et qui est pas bien, je vais plutôt essayer de le distiller dans mes histoires pour essayer de banaliser en fait un type de rôle, par exemple la place du père, sans dire regardez comment un père pourrait se comporter, plutôt placer des personnages de père qui se comportent d'une façon vers laquelle j'ai envie qu'on tende. Et globalement en fait tout ce qui est représentation, donc des personnages qui soient des enfants, des femmes, des hommes, et du coup changer les choses page après page dans mes histoires sans vraiment l'expliciter mais plutôt le montrer. Donc j'ai tendance à penser que mon travail devient plus subtil, même si au final mon militantisme est peut-être plus fort, mais j'ai appris à me calmer. Est-ce que d'ailleurs tu pourrais nous en dire plus sur ton militantisme ? Oui, alors du coup, c'est ce que je disais là, en fait, j'ai compris en fait que j'attendais peut-être à une époque que chaque personne change en lisant, en se renseignant, et que une personne après une personne, on change les choses. Alors qu'en fait, maintenant, je le vois, il faut un changement global et vers des instances
plus grande et parfois on a envie d'un changement politique, mais en fait maintenant je me rends compte que ce qui a le plus d'impact c'est vraiment la culture en fait, et donc changer les personnages et les histoires en fait qu'on raconte, donc que ça soit à travers les livres, mais à travers les films, les séries, la musique, globalement l'art sous toutes ses formes. En fait, c'est en changeant ces représentations dans ce qu'on nous met sous les yeux qu'on peut bouleverser les codes petit à petit, et en fait presque d'une façon imperceptible. En fait, on va s'habituer à voir des modèles familiaux, par exemple, sans les nommer, sans les montrer, et d'un seul coup, ils vont devenir totalement banals quand on va les rencontrer dans la vie de tous les jours. Donc, j'ai cru que j'avais plus de combats à mener. J'ai compris qu'au final, ils étaient tous liés les uns aux autres, et que forcément, ça partait de l'enfance, et que quand on banalisait des choses dans l'enfance, on se retrouvait dans des mécanismes plus tard, notamment à travers les notions de consentement qu'on n'apprend pas assez jeune et qui nous mettent dans des situations plus tard. Et en fait, quand j'ai compris que tout était lié, je me suis dit, OK, on va partir toujours de ce postulat qu'il y a quelque chose à changer dans les yeux des enfants aujourd'hui, et pourquoi pas passer par les livres, du coup. Génial. Est-ce que tu pourrais redéfinir en quoi il consiste ton combat aujourd'hui ? En fait, j'aime bien me dire que je travaille pour les enfants, dans le but que la vie des enfants puisse évoluer vers quelque chose qui leur permette d'acquérir plus de droits, les droits qu'ils ont en fait sur le papier, mais que la société ne leur permet pas de connaître en fait. Mais plutôt que de m'adresser aux adultes en leur disant regardez la jeunesse, ce qu'on leur fait, plutôt venir interroger les adultes sur leur propre jeunesse, leur propre enfant intérieur. Et moi, j'aime bien dire que en fait, j'ai 3 enfants à la maison, j'ai les 2 que j'élève, et j'ai celle que j'ai été qui est à côté et qui surveille, et qui se dit attention, rappelle-toi, et tout ce qu'on trouve injuste et qu'il faut pas refaire. Et j'aimerais bien qu'en fait amener les gens à s'interroger sur l'enfance qu'ils ont vécue, et en fait ce qu'ils ont envie d'offrir à leurs enfants, et donc pourquoi pas l'offrir aux enfants qui les entourent, en se disant je sais qu'il y a des gens qui disent moi, comme j'ai pas reçu ça, j'ai du mal à le donner parce que je trouve presque que c'est un peu injuste, consoler mon enfant quand il pleure alors que moi on me laissait pleurer, ça provoque quelque chose en moi, et je me dis il y a quelque chose à venir guérir, justement en prenant soin de ses enfants. On vient prendre soin aussi de l'enfant qu'on était, je pense. Sûr. Donc je sais pas du tout si j'ai répondu à la question. Si, c'est très clair et ça me parle beaucoup. Je me demandais, est-ce que tu as l'impression, parce que ça fait quand même un petit moment que tu travailles sur ces sujets-là, que les choses évoluent positivement, notamment vis-à-vis des violences qui sont faites aux enfants ? Oui, alors jamais assez vite, mais en fait je suis trop pressée, je pense. Je crois que le terme féminisme date d'il y a 20 ans, c'est quelque chose assez récent. Ouais. Et en fait, je me dis, mais maintenant, il est rentré vraiment dans les bouches de tout le monde. D'ailleurs, je me dis, il y a quelques années encore, se revendiquer féministe passait tout de suite pour quelqu'un d'extrémiste, alors qu'aujourd'hui, c'est presque dans la bouche de tout le monde. Ça serait même choquant d'entendre quelqu'un dire se revendiquer non féministe. Et je pense que les choses s'installent petit à petit, notamment par rapport à ça. Ça devient de plus en plus banal. Pareil, moi, j'utilise le mot autrice. Avant, c'était quelque chose que je me concentrais pour le dire en me disant dis bien autrice, comme ça montre que tu es quelqu'un d'engagé. Maintenant, ça sort comme ça tout seul, et ça sort tout seul dans la bouche de tellement de gens que ça pouvait heurter il y a quelques temps, et vraiment pas si longtemps. Et pareil, je trouve que dans l'éducation, à défaut de vouloir voir les choses avancer hyper rapidement, se concentrer sur ce qui était totalement banal au début de ma maternité, donc il y a 7 ans, et qui l'est plus du tout aujourd'hui, je me dis quand même, je veux dire, aujourd'hui, en tout cas autour de moi, j'entendrai plus une seule personne parler de punition, d'humiliation et de coups. J'imagine que les gens qui le font encore ont plutôt honte, alors que pendant un temps, c'était l'inverse. Quand on éduquait nos enfants sans violence, on passait un peu pour les harpies là, qui avec leur vision complètement hippie de l'éducation. Et faut quand même les choses changent, et faut sortir de sa sphère des fois pour se rendre compte que ça change pas partout, mais quand même. Pourtant, les punitions ont récemment été
beaucoup sous les feux des projecteurs avec les nombreux débats qu'il y a eu en France qui ont été très médiatisés, notamment autour de l'éducation bienveillante. Comment est-ce que tu l'as vécu ? Parce que je sais que tu as en plus plusieurs fois été prise à partie. Comment est-ce que toi, tu as vécu tout ça ? En fait, je ne l'ai jamais vécu seule déjà parce que j'ai trouvé que avec l'arrivée vraiment sur le devant de la scène, alors principalement à la radio, parce qu'il y a une certaine émission qui est passée beaucoup avec une certaine personne qui revendiquait des choses avec lesquelles je suis en total désaccord. Et j'ai trouvé qu'en fait, plutôt que d'être chacune en colère dans notre coin et un petit peu essayer de communiquer chacun à travers nos médiums ou nos médias, et en fait, on s'est liés avec des gens avec qui je partage pas tout, mais en tout cas on avait une valeur commune et un besoin commun de s'allier pour montrer que c'était pas chacun dans notre coin ce combat on le menait. En fait on était toute une petite j'aime pas les comparaisons avec l'armée, mais on était tout un clan comme ça à se dire en fait si jamais vous doutez, sachez que voilà, toutes ces personnes-là représentent cette forme d'idéal éducatif, et si vous vous identifiez à une des façons de communiquer de ces personnes-là, peut-être que ça vous aidera à vous joindre à ça, parce que on n'avait pas la force de frappe qu'une grande chaîne de radio peut avoir, mais la force, le nombre donne de la force au message. Donc je l'ai pas mal vécu, même quand j'étais prise à partie, parce que en fait je suis tellement alignée avec ce que je défends, j'ai tellement aucun doute sur ce que je partage comme valeur, que en fait c'est cool d'ailleurs de constater quand on milite, les seules choses qui me font fléchir, c'est quand je vois que parfois le message c'est le bon message mais pas la bonne forme. Là je la change en me disant le but c'est quand même pas de braquer ou de culpabiliser, par contre le fond reste très ancré et j'en suis persuadée, et comme je te disais, cette petite fille à côté de moi elle me tient la main très fort, j'en lâche rien. T'inquiète, tu verras, un jour ils seront tous d'accord avec nous. Mais moi ce qui m'a un peu déstabilisée, c'était plus de voir que les grands médias, quitte à donner la parole sur ces questions-là, la donnaient à des gens qui étaient pour moi profondément réac. Et voilà. Mais après, c'est pas grave. De toute façon, ces chaînes de radio, ces chaînes de télé et tout, elles sont menées par des gens qui ont un certain âge. Et forcément, sans faire de généralité, l'âge s'accompagne des valeurs qui sont pas celles de la jeunesse et des nouvelles idées. Après, c'est un peu nul de dire ça parce que Isabelle Filosa, Catherine Guillard, c'est des personnes qui ont aussi un certain âge, sans leur manquer de respect, mais on peut pas faire généralité parce que voilà, en gros, elle la font mentir. Mais je pense que les nouvelles générations arrivent avec ces valeurs-là qui seront pour elles la norme en fait. Donc, Et est-ce qu'on t'a déjà reproché le fait de revendiquer des messages, de donner des conseils alors que t'as pas nécessairement une formation ou un background de spécialiste éducation enfant ? En fait, finalement, pas tant de la part des détracteurs. Moi, je l'ai plus senti de la part des gens qui militaient avec moi, mais pas frontalement en me disant toi, t'as pas. C'était plus ça, on le fait écrire qu'aux gens qui ont un diplôme, cette tribune. J'étais ok. Sympa. Et du coup, c'est vrai que pendant un temps, surtout que moi, j'ai vraiment ce truc du syndrome de l'imposteur en me disant mais pour qui tu te prends ? Et en fait, je me suis dit mais en fait, j'ai rien à envier à ces personnes parce que j'ai certes pas de diplôme dans de la pédagogie infantile, de master et de doctorat, mais j'ai, je pense, une grande expérience avec les enfants parce que tous les métiers que j'ai exercés étaient tournés autour des enfants. J'ai fait de l'animation sportive avec des enfants. J'ai travaillé en milieu scolaire pendant plusieurs années auprès d'enfants, mais aussi d'enfants porteurs de handicap. J'ai travaillé dans des familles avec des enfants porteurs de handicap, dans des instituts avec des enfants aussi porteurs de handicap. Et en fait, tous les métiers que j'ai faits avant celui d'illustratrice étaient tournés autour de l'enfant. Donc j'avais quasiment 15 ans d'expérience sur le terrain. Et je me dis, certes, j'avais pas les diplômes, mais j'avais vu plein de schémas, de modèles familiaux. J'avais discuté avec plein de mères, plein d'enfants, plein de professionnels de l'accompagnement des enfants. Et du coup, je me disais, s'il faut trouver de la légitimité pour porter un message comme ça,
je pense qu'on n'a pas besoin de légitimité du moment où on est touché, et on a tous été des enfants. Donc en fait, à un moment donné, en fait, ma légitimité, je la trouve dans cette expérience Bien professionnelle-là, quoi. Et souvent, c'est vrai que les grands penseurs, on peut se dire qu'ils sont un peu éloignés des enfants. Souvent, ils donnaient beaucoup de conseils, mais au final, est-ce que c'est pas les gens du terrain aussi qui ont beaucoup à apporter? On se retrouve aussi aujourd'hui, puisque tu as participé à un projet de livre qui s'appelle « Pourquoi papy ne fait pas la vaisselle ?» Donc, c'est un album jeunesse, et j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. Bien sûr. Alors, est-ce que je parle de la genèse un peu du projet? Donc, du coup, c'est un livre, c'est une histoire qui a été écrite par Ophélie Cellier et Thomas Piet, qui sont un couple d'auteurs et d'autrices avec qui j'avais déjà travaillé sur un album qui s'appelle « J'ai le droit de dire non ». Donc, on était déjà à l'époque sur un album un peu engagé autour des enfants. Et en fait, ils avaient le souhait d'écrire donc sur des schémas patriarcaux familiaux. Et en fait, quand ils m'ont proposé, moi, j'avais déjà confiance en leurs valeurs, leur forme d'écriture. Et puis, globalement, humainement, c'est des personnes que j'adore. J'avais peu de doutes, même avant d'avoir lu le texte, que j'allais adhérer à leur projet. Ça s'inscrivait en plus dans une collaboration avec une maison d'édition que je connais bien, qui est donc les éditions Le Duc, avec qui j'ai déjà beaucoup travaillé. Et on a eu la chance d'être accompagnée par une éditrice qui s'appelle Marion Jagu, qui est très calée, on va dire, sur ces questions de féminisme dans les albums jeunesse. Donc, une fine équipe pour ce projet. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'histoire? Qu'est-ce que vous essayez de défendre auprès des enfants à travers cet album? C'est un album... Alors, j'ai tellement de choses à dire. En fait, c'est un album qui est, on va dire, on peut le lire à partir des 3-4 ans des enfants, mais il faut bien voir que dans la littérature jeunesse, on ne lit pas un livre à un enfant de 3 ans comme on lit ce même livre à un enfant de 6-7 ans et plus. Donc, c'est un livre qui se veut distrayant, joli, joyeux, et voilà. Et en même temps, plus les enfants avanceront dans l'âge, plus ça va venir peut-être questionner des choses, et notamment sur cette répartition des tâches à l'intérieur des familles. Donc on va suivre l'histoire de Lou, qui est une petite fille qui passe un dimanche chez ses grands-parents, et pour la première fois va s'interroger en fait sur du coup cette répartition des tâches qui incombent principalement et uniquement à sa mamie, et elle va questionner sa maman en fait sur pourquoi en fait en gros papy ne fait rien, et du coup c'est pas un album qui est là pour dire regarde ces vilains papys qui font rien, c'est plutôt un album qui va venir parler en fait de la question de genre et de qu'est-ce qu'on attribue à chaque genre. Et donc, c'est vraiment un album pour apprendre aux enfants à ne pas correspondre aux attentes de leur genre, parce qu'en fait, on n'est pas là pour dire le rose c'est nul et les paillettes aussi, et le foot, faut pas que les garçons y jouent parce que sinon ils sont trop stéréotypés. Pas du tout. En fait, c'est un album pour dire aux enfants émancipez-vous des attentes de la société pour correspondre à qui vous êtes vraiment. Et si vos appétences et vos envies, elles correspondent à tu es une fille et tu adores les robes, le rose et les princesses, c'est ok, tant que c'est pas quelque chose que tu fais parce que la société attend ça de toi. Et donc, Lou, en fait, elle va confronter en fait sa mère à cette question-là, et sa maman va raconter un petit peu l'histoire du patriarcat depuis la nuit des temps, et pourquoi son grand-père pense que les tâches lourdes et de bricolage et de ce genre de choses lui incombent, et pourquoi celles plus de sensibles, de tout ce qui est lié au ménage et aux soins de la maison, aux soins des gens, incombent plutôt à la mamie. Et ouais, je pense que c'est un album... la démarche est militante, mais c'est pas un album militant parce qu'on veut pas mettre sur les épaules des enfants un rôle de sauveur. D'ailleurs, il y a eu un moment où il y a une version de l'histoire qui avait été proposée, qui avait été suggérée par l'éditrice, de possiblement rendre Lou plus actrice, c'est-à-dire venir chercher le grand-père, le confronter et essayer de le changer. Et en fait, c'était finalement pas une si bonne idée, dans le sens où on allait mettre sur les épaules de l'enfant le rôle de sauveur, d'aller bouleverser les codes, alors qu'en fait c'est pas ça la question. Le grand-père il est tel qu'il est, et malheureusement je pense que c'est trop tard pour lui, mais plus dire voilà, ça a été comme ça,
ça sera peut-être encore comme ça dans certaines familles, mais toi, aujourd'hui, tu as le pouvoir d'avoir déjà perçu ce truc-là et en plus, possiblement de l'enrayer pour ne pas répondre à parfois ces mythes familiaux là, qui se perpétuent. Et sur le rôle du sauveur, c'est intéressant. Tu vois, moi, j'ai interviewé il y a quelques temps un grand activiste dans l'enfance qui s'appelle Yes Loufoque, qui est un ancien enfant placé. Et lui, il pense justement que les choses changeront le jour où les enfants se révolteront contre le système. Qu'est-ce que tu penses de ça ? J'ai fait une grande scène de manifestation à la fin du livre. Écoute, je vais faire un tout petit peu de pub pour Disney, mais j'ai vu un magnifique dessin animé qui s'appelle Wish, qui est sorti l'année dernière et qui a reçu beaucoup de critiques. Et en fait, ce film, il vient prôner en fait justement le fait que l'effort collectif, le fait que la jeunesse se soude entre elles pour aller s'opposer à un régime injuste en fait. Et du coup, ça c'est vraiment le pouvoir du peuple et tout ça. Et du coup, moi, j'ai vu tous ces messages-là. Je pense que tout le monde n'y a pas perçu la même chose que moi. Mais c'est aussi ça que j'aime insuffler dans mes livres, c'est la force du groupe, en fait, de se dire, quand on est plusieurs, c'est plus facile d'aller porter les messages. Et tout à l'heure, on en parlait de ce clan-là. Ouais, ce collectif. C'est ça, de se dire, en fait, à plusieurs, déjà, on doute moins du message, on doute moins de la forme. Et en plus, c'est un peu... c'est pas un effet mouton, c'est pas bien de dire ça, mais les gens sont rassurés quand il y a plus de gens qui portent le message. Et du coup, c'est pour ça qu'à la fin du livre, il y a une scène de manifestation parce que la maman communique à Lou, à sa petite fille, sur le fait que ça fait des années que des gens se battent pour acquérir des droits et que possiblement, elle lui met aussi entre les mains le fait qu'elle aussi, elle aura ce pouvoir d'action à un moment donné. Est-ce que tu penses que les enfants, ils ont la capacité de comprendre les stéréotypes hérités de notre société ? Alors, les comprendre, je sais pas. En plus, c'est toujours un peu dangereux, je trouve, de dire à un enfant regarde, là, t'as vu, c'est encore un papy qui fait rien et une mamie qui fait la vaisselle. Parce que si l'enfant, lui, il a jamais vu ce truc-là, si on lui montre, peut-être il va commencer à y prêter attention. Plutôt lire à l'enfant en l'interrogeant, en disant est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Est-ce que tu trouves ça normal que ça soit la mamie là par exemple qui fasse tout ? Est-ce que tu trouves normal que quand il rentre, le papy s'installe et la mamie lui apporte le café ? Pour que ça soit l'enfant lui-même qui puisse du coup les percevoir. Après, j'ai vu plein de trucs qui expliquent qu'en gros les enfants dès leurs 18 mois, ils peuvent déjà capter les stéréotypes de genre parce que du coup ils sont représentés par les personnes qui les élèvent et aussi par le traitement qu'on leur offre. Malheureusement, même inconsciemment, on ne se comporte pas de la même façon qu'une petite fille et un petit garçon. Et en fait, avec l'âge, je crois que c'est vers 3 ans. Alors, je dis très mal je rapporte très mal les études, moi, donc il faudra faire des recherches après de votre côté. Mais en gros, je crois qu'à partir de 3 ans, ils associent ce qu'est une femme et un homme à travers du coup, des profils genrés, c'est-à-dire les cheveux longs pour les femmes, les robes, par exemple, c'est plutôt les femmes qui les portent, la barbe, c'est plutôt les hommes, et voilà. Ensuite, il y a un âge où, en gros, ils vont comprendre que une petite fille devient une femme et un petit garçon devient un homme. Et plus tard, c'est vers 7-8 ans où d'un seul coup, là, ils passent sur je suis une fille, donc je dois correspondre à ces attentes-là. Et je suis un garçon, donc je corresponds à ces attentes-là. Mais en attendant, il y a déjà tout un truc qui s'est passé sociétalement sur la place des petites filles dans la classe, la peut-être place des petites filles dans les cours de récréation, la place de l'émotion chez les petits garçons, comment c'est recueilli, la place de la colère chez les petites filles, comment elle est recueillie. Et déjà tout ça, ça a façonné ces stéréotypes de genre qui se perpétuent. Et c'est pour ça que c'est nécessaire, je prêche pour ma paroisse, mais de faire des livres qui montrent des petits garçons qui pleurent, des petites filles qui expriment de la colère. Et il y a un truc, par exemple, qu'on n'a pas bien fait, si je peux émettre une critique, mais c'est parce qu'on doit toujours apprendre, c'est qu'en fait, c'est encore une petite fille qui vient soulever une question de distribution une question de patriarcale au final. Et c'est un livre qui se passe entièrement à l'intérieur. Et en fait, on voit aujourd'hui que la représentation des personnages féminins dans les livres se fait principalement à l'intérieur des maisons. Et la représentation des personnages garçons se fait principalement à l'extérieur. Et il y a déjà un truc qui se joue là-dessus.
Et voilà, donc par exemple, je pense que j'y ai pas été assez attentive parce que c'est moi qui ai fait des choix d'illustration et j'y serai beaucoup plus attentive encore. Mais rien que de savoir ça, de l'intellectualiser, ça permet de proposer d'autres choses et même en tant que parent, d'inciter les petites filles à aller jouer plus dehors, d'inciter les petits garçons à faire plus de petites choses, de jouer avec des poupons pour leur apprendre l'empathie et de prendre soin des autres. Mais il y a du chemin. Ouais. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans cet album, c'est le fait que vous ayez choisi de l'illustrer à travers un rapport intergénérationnel entre un enfant et ses grands-parents. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de travailler les inégalités de genre sous ce prisme-là ? Et toi, est-ce que ça te touche justement, ce sujet intergénérationnel ? Oui, il me touche énormément. Alors après, Ophélie et Thomas sont plus à même de répondre à pourquoi ils ont fait ce choix-là. Après, moi, je le trouvais cohérent parce que, en fait, le but n'est pas de se couper de ses grands-parents et des autres membres de sa famille. On comprend bien dans l'album que dans le schéma familial de Lou et ses parents, il y a toujours le père qui est en fond d'image, qui est en train de changer le bébé, qui raconte des histoires et tout ça. Donc on montre un père qui clairement ne se comporte pas comme le grand-père a pu se comporter. Donc Lou, au sein même de son foyer, elle peut pas interroger cette répartition-là parce qu'on comprend à travers des images subtiles qu'il n'y a pas ça. Donc, se confronter à d'autres styles de vie, en fait, à travers d'autres générations ou d'autres membres de la famille, ça permet de venir interroger ça. Et en fait, c'était important, cette représentation pour moi, parce que dans les lecteurs et les lectrices qu'on aura, on aura des enfants qui vont pouvoir reconnaître, en fait, des grands-parents. Et donc, du coup, l'identification qui est possible par le réalisme, malheureusement, de la situation, qui aurait été peut-être moins réaliste si on avait représenté ce schéma-là à travers le père et la mère, parce que les choses ont déjà un peu changé avec la nouvelle génération de parents. Mais le but était il ne froisse pas les grands-parents. Quand ils le lisent, ce livre ne froisse pas les grands-parents parce que ça parle aussi de leur conditionnement, de ce qu'eux, ils ont cru enfants, qui les a poussés vers cette façon d'être en couple. Et en fait, c'est plus un partage, c'est-à-dire que quand on prend cet album et qu'on le lit avec ses grands-parents ou qu'on est avec grands-parents et qu'on le lit avec ses petits-enfants, on vient créer un pont entre deux façons de vivre, deux enfances reçues différemment qui ont généré ces comportements-là. Et en fait, c'est un livre pour développer aussi du coup, de l'empathie aussi vis-à-vis de ses grands-parents, des circonstances atténuantes, une meilleure compréhension en fait, aussi d'un climat dans lequel ils ont été éduqués. Et globalement, moi, vu les messages que j'ai portés depuis des années, je me suis pas mal braquée avec pas mal de membres de ma famille. Enfin, je les ai braqués parce que moi, j'étais totalement ouverte. Et en fait, j'ai de plus en plus envie d'aller vers des livres, des histoires qui vont j'ai envie de leur tendre un peu la main en disant regardez, je vous oublie pas, on pense à vous, à votre génération, on vous comprend. Et moi je suis pas là pour dire cette génération on la fuit, elle a tout cassé, elle veut générer de nouveau dans l'enfance de nos enfants ces codes là qu'on veut briser. C'est plus dire venez, on fait corps tous ensemble pour essayer d'avancer et venez avec nous pour qu'on évolue tous ensemble quoi. Ouais. Ah, c'est génial. Et il y a une autre manière pour toi de revisiter ces stéréotypes. Tu travailles, si je ne me trompe pas, sur un projet des contes très célèbres revisités. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Finalement, ça fait un trop bon pont avec ce que je disais. Parce que, effectivement, alors du coup, c'est une petite maison d'édition qui s'est ouverte en même temps que le premier album se faisait, qui s'appelle les éditions Kiff Kiff. Et le principe, c'est en fait Barbara donc, Viette, qui est l'autrice des livres, se réapproprie les contes traditionnels, les réécrit avec une plume absolument magnifique et en fait propose la double version, c'est-à-dire que dans un sens, on a le conte traditionnel de Cendrillon et dans l'autre sens, en fait, on a le même conte, sauf que tous les personnages changent de genre. Donc, Cendrillon devient Cendrillon, la belle-mère devient le beau-père, les belles-sœurs deviennent les beaux-frères, etc., etc. Et en fait, quand je parlais de pont générationnel, en fait, venir toucher aux contes sans les trahir, c'est aussi dire... moi, j'ai essayé avec mon grand-père de lui dire « Regarde, papy, je travaille sur les contes traditionnels, tu connais, c'est quelque chose... » je veux dire, dans le patrimoine culturel, c'est un pont entre plein de générations. Mais
il faut se les réapproprier. Donc, je trouvais que la démarche était trop bien parce qu'on venait pas totalement les transformer, parce qu'il y a quelque chose de ces contes, ils racontent quelque chose c'est culturellement dans le patrimoine, je disais, mais aussi dans l'imaginaire, ça crée quelque chose d'intéressant, mais pourquoi pas y instiller des petites choses donc notamment le fait qu'on ne trahisse pas l'histoire, donc c'est-à-dire que Cendrillon, c'est toujours cette héroïne qui subit et qui ne se rebelle pas en fait finalement, mais cette même histoire, quand elle est racontée et que Cendrillon devient Cendrillon, en fait on vient dire ça n'est pas un rôle qui incombe à une jeune fille, parce que regardez, ce garçon-là vit la même chose. De la même façon que la rivalité entre sœurs ou de la méchante belle-mère, en fait, finalement, on a la même chose avec le méchant beau-père, les méchants beaux-frères. Donc, il n'y a pas ce truc, l'enfant qui aura ça entre les mains, il ne pourra pas créer un imaginaire où il y a une rivalité féminine, les belles-mères sont forcément des marâtres et les jeunes filles sont forcément prostrées. Non, parce que du coup, il y a la même histoire avec les garçons qui sont placés dans les mêmes situations. Et j'y tenais. On a réussi sur la dernière page à ne pas finir l'histoire par un mariage, parce que casser un peu cet imaginaire de tout se termine bien parce qu'ils se marient et qu'ils ont des enfants. Donc ça se termine par une grande fête, voilà, et c'est très bien, c'est suffisant pour dire que tout le monde va bien, va mieux. Et j'ai tendance à penser que c'est plus subtil, tu vois, d'amener les messages, comme je disais, en prenant par la main aussi les autres générations, en disant, regarde, c'est ce que tu lisais, mais on fait exister juste avec des petits codes qui changent aussi, et puis placer des personnes avec, comment on dit pour les hommes fées, j'ai oublié le nom, je m'en veux, mais le fée et la fée sont toutes les deux des personnes racisées, le prince et la princesse aussi, et du coup, on vient, la princesse est une personne qui est grosse, et du coup, elle est très belle et grosse, et je trouvais que c'était trop bien de pouvoir placer des personnages comme ça. Donc l'air de rien, on fait Cendrillon, mais tu vois, on essaie de mettre pas mal de messages. Et quand est-ce que ça sort, ça ? Le 8 mars. Ah, génial. Et écoute, on partagera tout ça. Est-ce que tu aurais d'autres projets à partager en lien avec toujours tes convictions et tes engagements ? Aujourd'hui, on est donc le 1er mars et j'ai une BD qui s'appelle Le Seuil qui est sortie hier, qui parle de violence conjugale, et dedans il y a une page en fait où un personnage s'insurge sur le fait que l'héroïne en fait, s'est fait taper par la personne avec qui elle était, et il dit je comprends pas, quand on aime quelqu'un, comment est-ce qu'on peut en arriver à le frapper. Et elle lui répond, elle dit, mais en même temps, depuis toujours on nous a habitués à être tapés par des gens qui nous aimaient. Moi je me suis pris des baffes et des fessées quand j'étais petite, et du coup c'est toujours le pont entre tout ce que je fais, de raconter en fait ce qui se passe pendant l'enfance qui est banalisé. Ça peut créer en fait des rouages plus tard dans les relations qu'on peut être amené à tolérer, parce qu'on nous a appris à tolérer l'intolérable. Et en fait, j'ai beau essayer de m'échapper de ces thématiques, j'y reviens toujours. Donc pour l'instant, il n'y a pas de projet officiel, mais je sais que les thématiques que je vais traiter viendront toujours parler de la place de ce qu'on a reçu comme éducation et ce que c'est venu générer comme caractère chez l'adulte qu'on est aujourd'hui. Ouais, c'est passionnant. Alors, j'ai une question rituelle maintenant dans le podcast. Comme tu le sais, il s'appelle Les adultes de demain. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain ? Oh là là. Alors, du coup, parce que là, c'est quand même vraiment catastrophique tout ce qui se passe actuellement. Donc, j'avoue que j'aimerais un peu plus d'insouciance, en fait, parce que c'est dur de les isoler, en fait, par des drames qui se passent actuellement et des choix politiques qui sont faits et qui ne vont pas dans le bon sens, selon moi. Mais j'aimerais vraiment pouvoir leur souhaiter plein d'insouciance parce que ça les armera pour la suite, d'avoir eu le temps de pouvoir explorer vraiment une enfance avec le moins de préoccupations pour leur avenir possible. Et c'est vrai que je pense qu'il faut absolument armer les enfants avec de la confiance en eux. Et cette confiance, elle ne peut naître que d'un rapport entre les adultes et les enfants qui va reposer sur de l'empathie mutuelle. Et si on fait des enfants qui ont plus de confiance en eux, et du coup, on peut faire une génération qui va moins douter de ses convictions plus tard et qui militera avec encore plus de ferveur. Est-ce que tu peux me rappeler quel âge ils ont, tes enfants ? Du coup, ma grande, je vais dire leur prénom, ça leur fera plaisir. Donc, ma grande qui s'appelle Ellie, elle a 7 ans. Et mon petit garçon qui s'appelle Tao, il a 2 ans et demi. Ouais, donc Ellie, elle commence à
à ressentir cette préoccupation? Alors, on essaie de faire attention à ne pas... tu vois, il y a des choses qui sont trop complexes, on va pas non plus lui expliquer genre ce qui se passe à Gaza, par exemple. Genre aujourd'hui, c'est pas le moment d'en parler avec elle. Par contre, elle ramène de l'école des problématiques auxquelles on n'avait pas encore été confrontés. Et donc, c'est un peu, tu sais, ta parentalité où tu es là dans ton petit truc de c'est bon, on a installé un super climat. Puis alors, d'un seul coup, elle arrive avec des trucs et d'amitié toxique, de rivalité et tout. Et tu es là, genre, wow, attends, j'ai quoi comme livre à la maison pour traiter de ça? J'en ai pas encore, je vais les faire. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Prochain projet. C'est ça. Bon, c'est super. Merci infiniment, Fanny, pour ta générosité. Je partagerai évidemment dans la description de l'épisode tous les ouvrages dont tu as parlé et qu'on adore dans Les Adultes de demain. Donc merci et j'espère dans 2 prochaines années. Ça marche. Merci. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'aimerais prendre le temps de remercier tous ceux qui s'abonnent à la chaîne du podcast, qui laissent des avis et des notes sur Apple Podcast ou Spotify. Ça paraît rien, mais ça fait toute la différence pour faire connaître notre travail qui est complètement indépendant. Pour me retrouver, je vous rappelle que vous pouvez aller sur le compte Instagram des Adultes de demain ou sur mon compte LinkedIn perso. N'hésitez pas à me partager vos retours sur cet épisode ou sur le podcast en général, ça fait tellement du bien de vous lire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.